Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 10e numéro des Parents Sciences Ouvertes. Cette fois-ci, donc une série de webinaires proposés par le CCSD, une série dédiée aux grands enjeux de la science ouverte. Et aujourd'hui, pour cette 10e édition, nous explorerons un sujet central, très d'actualité et encore un peu sous-estimé, les logiciels et codes sources en lien avec la science ouverte. Donc, je suis Léo Rimbaud, chargé de l'animation des communautés d'utilisateurs de HAL, et j'animerai aujourd'hui cette session avec nos chers participants que je présenterai dans quelques instants. Donc, les logiciels de recherche sont aujourd'hui bien plus que de simples outils techniques, hein. Ils constituent une part intégrante de la production scientifique. Ils touchent par ailleurs à un très large éventail de disciplines, si ce n'est toutes en fait. Leur rôle est donc fondamental pour assurer la transparence, la reproductibilité et la diffusion des résultats de la recherche. Et dans ce contexte, leur place dans la science ouverte mérite une attention toute particulière. Et c'est pourquoi nous leur consacrons donc cette session aujourd'hui. En France, par exemple, le second plan national pour la science ouverte réaffirme l'importance de cette thématique en promouvant une politique ambitieuse qui vise à soutenir, à pérenniser, à valoriser la production de logiciels libres comme comme premièrement une part, comme des productions scientifiques à part entière et surtout indispensables pour la recherche. Donc, cette orientation ouvre des perspectives nouvelles, mais elle pose aussi des questions opérationnelles au sein des établissements même de l'enseignement supérieur et de la recherche, celui que nous aborderons aujourd'hui. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter à ce webinaire tout d'abord Violaine Louvet, ingénieure de recherche CNRS au laboratoire Jean Kunzmann à l'Université Grenoble-Alpes, pardon, et membre du collège logiciel du COSO et qui nous rappellera le cadre national qui encadre donc les logiciels, l'ouverture des logiciels, qui nous rappellera aussi le travail, le rôle du collège logiciel du Comité pour la science ouverte. J'aurai ensuite le plaisir de faire intervenir Jaime Arias, ingénieur de recherche CNRS au laboratoire d'informatique de Paris-Nord, donc à l'université Sorbonne Paris-Nord, mais aussi son ambassadeur Software Heritage, qui reviendra notamment sur la place de Software Heritage, donc la bibliothèque ouverte des logiciels de la recherche, et interviendra ensuite en binôme avec Karim Boualem, responsable de la valorisation de la recherche à la bibliothèque Edgar Morin de Sorbonne Paris-Nord également. Ils reviendront sur la mise en place et l'actualisation de la feuille de route Paris-Nord en lien avec l'ouverture des logiciels et comment développer une offre de services de manière pérenne au sein de leur établissement. Et pour conclure, Lucie Albaret, responsable des services à la recherche à la BU Grenoble-Alpes, nous parlera justement de cette dimension plus opérationnelle, de comment élargir ses pratiques au sein de son établissement. Avant de commencer, avant de passer la parole à nos intervenants, je vais rapidement revenir sur quelques éléments d'organisation. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure et demie, jusqu'à 15h30 environ. Ce webinaire, comme je l'ai dit précédemment, est enregistré et sera mis à disposition de toutes et tous sur la chaîne Canalu du CCSD. Enfin, vos caméras et vos micros sont coupés pour éviter d'éventuels bruits de fond. Vous pouvez poser vos questions uniquement via le module Q et R, questions et réponses, dans le bandeau en bas de votre écran et qui sera animé par notre équipe de modération, Agnès Magron et Marion Guégeot, que je remercie par ailleurs. Je vous remercie aussi également d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des présentations de nos intervenants. Après chaque présentation de chaque intervenant il y aura un temps d'échange durant lequel je pourrai poser les questions que vous avez posées. C'est tout pour moi, je crois. Je vais pouvoir passer la parole à Violaine Louvet pour cette première partie. Violaine? Bah, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je te propose de passer à la slide, la première slide de la présentation. Donc, l'idée de ma présentation, c'est
un peu de rappeler le cadre national et en particulier tout ce qui se fait à travers le Comité national pour la science ouverte autour des codes sources et logiciels. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que le plan national science ouverte V2 réaffirmait le positionnement des logiciels comme une vraie production de la recherche. En fait, non, il affirme simplement parce qu'on n'en a jamais parlé jusqu'à présent dans tout ce qui est voilà, science ouverte. Mais justement, je voulais faire un petit rappel historique parce que ça me paraît vraiment important. Donc, on va passer à la slide suivante. C'est que en fait, le logiciel libre et la recherche académique sont intrinsèquement liés depuis toujours, puisque le logiciel libre est né dans les universités, avec le développement d'abord d'Unix dans les années 70, donc vraiment au tout début de l'informatique, avec la fondation de GNU dans les années 80, avec la création de la licence GPL, etc. Donc les outils libres sont clés pour la recherche. On pense à des outils comme LaTeX, R, Python, Git, qui sont vraiment devenus depuis finalement assez longtemps des standards qui sont complètement incontournables, et ce, dans toutes les disciplines. Et depuis toujours, en fait, la recherche académique s'appuie et développe aussi massivement des logiciels libres, en fait. Donc on est vraiment dans un contexte historique très très important, et c'est sans doute pour ça aussi que finalement tout mouvement science ouverte ne s'est pas forcément intéressé au logiciel, parce que de fait il y avait déjà quand même un mouvement autour du logiciel libre qui était extrêmement important. Donc je vous rappelle dans la petite frise chronologique que tout ça date il y a très longtemps des tout débuts de l'informatique et continue évidemment encore aujourd'hui, en particulier avec toutes les questions de reproductibilité et des nouveaux outils qui arrivent de plus en plus, ça évolue. On est vraiment dans un cadre évolutif très important. On peut changer de slide. Alors, pourquoi le collège code source et logiciel au niveau du COSO? Donc, en 2018, il y a eu le plan national sciences ouvertes version 1, où il n'y avait pas du tout de mention du logiciel. Mais il y a eu quand même en 2018 la création d'un groupe projet au niveau du COSO autour des logiciels libres et ouverts, qui a été en fait quelque part le noyau, l'embryon en fait du futur collège. Donc en 2021, il y a eu le plan national sciences ouvertes version 2, et là, on a eu le volet qui a été dédié au logiciel, je vais revenir dessus. En 2021 également, on a eu le premier prix sciences ouvertes du logiciel libre de recherche, qui vise en fait à récompenser, à mettre en avant, mettre en visibilité en fait le travail qui est réalisé autour des logiciels qui sont développés dans les laboratoires de recherche. Et en 2022, il y a eu la création en fait du collège code source et logiciel du comité pour la science ouverte. Et ensuite, en 2023, également intéressant à noter, il y a eu l'intégration des codes et logiciels dans le baromètre sciences ouvertes. Donc, je propose de changer de slide. Donc, ce fameux plan national sciences ouvertes V2 a son troisième axe qui est vraiment dédié au logiciel à différents niveaux. Donc, à la fois au niveau politique, définir et promouvoir une politique en matière de logiciels libres. Au niveau de l'évaluation, de la mise en visibilité, c'est-à-dire reconnaître le code source comme une vraie contribution à la recherche. Et donc, en particulier, derrière ça, on a la création du prix logiciel libre. On a également la construction d'un catalogue des logiciels issus de la recherche. Ensuite, il y a la partie la coordination, les communautés de pratique. Et en particulier, derrière ça, il y a la création du collège. Et enfin, la construction d'un écosystème qui lie en fait toutes ces productions scientifiques, les codes, les données, les publications. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. J'ai mis en évidence un petit peu les points sur lesquels j'allais un peu creuser les choses. Donc, le prix du logiciel libre, le catalogue logiciel, donc la création du collège. On peut changer. Alors, ce collège, il a été créé donc en 2022 avec un certain nombre de missions. En fait, en gros, les missions, c'est l'accompagnement autour des développements logiciels de façon complètement générique, hein. On parle de méthodologie, de bonnes pratiques, on parle de gouvernance de projet, on parle de production, on parle de référencement, pérennisation, valorisation, préservation patrimoniale. Proposer des plans d'action également, on est là aussi pour faire des recommandations au niveau des ministères, au niveau des établissements. On peut avancer. Proposer aussi des métriques de production scientifique pour les logiciels. Essayer de voir comment on référence les logiciels, la production d'indicateurs pour voir un petit peu quelle importance cette production a au niveau de la communauté scientifique.
On peut avancer. Essayer effectuer une veille parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la science ouverte et en particulier au niveau du développement des codes et logiciels. Donc, faire une veille à la fois technologique, juridique, institutionnelle, à tous les niveaux sur ces sujets-là. On peut avancer. Et puis être là comme vraiment soutien au comité pour la science ouverte sur ces questions-là, en fait. C'est vraiment l'objectif du collège. On peut avancer. Et puis, bah, évidemment, on n'est pas tout seul. On vit dans un écosystème où il y a évidemment d'autres collèges qui s'intéressent à d'autres sujets, d'autres productions scientifiques. On interagit aussi beaucoup avec des structures comme la DINUM, la Direction interministérielle du numérique. Et puis, il y a tout un écosystème national et international dans lequel on doit être présent, on doit être visible et également on doit être actif. Donc, on peut changer. Donc la composition du collège, ça a été mis à jour, si je puis dire, récemment, puisqu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt pour compléter et consolider le collège. Donc maintenant, on est 41, avec des profils complètement variés, en fait, des gens qui font de la recherche, des gens qui sont plutôt autour de la technique, des gens qui s'intéressent plutôt à l'information scientifique et technique, et puis aussi des gens de la partie valorisation. Donc les deux copilotes sont Roberto Di Cosmo et François Pellegrini. Et donc il y a 39 personnes autres avec vraiment des profils très variés, et donc qui amènent des compétences très complémentaires. On peut changer. Alors, on s'est structuré en différents thèmes, en différents groupes de travail. Donc actuellement, il y en a 5. Il y en a un sixième qui est en cours de constitution. Donc le premier thème, c'est l'identification et la mise en avant de la production logicielle de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc derrière ça, il y a la construction du catalogue national. Il y a également la participation à l'étude d'impact de la production logicielle de l'ESR qui a été réalisée par le ministère et qui a été publiée assez récemment. Et puis, bah, du coup, le travail autour de la construction du catalogue, évidemment, est accompagné par un travail autour des métadonnées, autour de l'archivage, du référencement et de la citation du logiciel. Ensuite, on peut passer au thème 2. Au thème 2 qui s'intéresse aux outils et bonnes pratiques techniques et sociales. Donc derrière ça, il y a évidemment les forges logicielles, hein, qui sont vraiment l'outil de développement par excellence. Donc avec l'analyse des besoins, l'identification des limitations actuelles et des propositions d'action, les modèles de gouvernance pour les logiciels de recherche et puis tout ce qui tourne autour des bonnes pratiques, en particulier pour gérer des communautés de contribution. Le thème 3 s'intéresse à la valorisation, à la durabilité, donc avec tous les aspects juridiques, mais aussi modèle économique, et puis tout ce qui tourne autour du financement du développement logiciel. Le thème 4, c'est tout ce qui tourne autour de l'écosystème, donc la liaison et l'animation à la fois nationale, européenne et internationale, avec l'idée de constitution d'un réseau de compétences nationales, et puis surtout de regarder un peu ce qui se fait ailleurs et de s'intégrer dans des groupes de travail à l'international. Le thème 5, c'est l'aspect reconnaissance et carrière, qui est un point essentiel en fait, avec la pérennisation et l'organisation du prix du logiciel libre, donc depuis 3 ans cette fois-ci. Donc, il a été remis d'ailleurs très récemment pour cette année. Et puis, bah, toutes les réflexions autour de l'évaluation de la contribution logicielle pour les carrières. Et donc, le dernier thème dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en train d'émerger, c'est tout ce qui tourne autour des traitements algorithmiques pour la production logicielle dans la recherche. Les traitements algorithmiques, l'usage des codes sources pour la création de modèles, tout ce qui tourne autour de l'IA en fait, et le rôle de ces outils-là dans le développement logiciel. Alors, il y a évidemment, comme je vous disais, on vit dans un écosystème qui est extrêmement dynamique. Donc, on a forcément des liens externes avec beaucoup de choses au niveau national et international. Donc, évidemment, avec les autres collèges du COSO, parce que toutes ces productions sont extrêmement liées. Avec le RDA France, donc la partie française de la Recherche Data Alliance, avec Software Heritage, évidemment, avec le CCSD à travers HAL, avec évidemment les ateliers de la donnée, parce qu'on s'intéresse à la donnée, mais on s'intéresse au logiciel de fait, avec IOSC aussi, à travers certains projets,
Il y a eu des task force aussi spécifiques au logiciel. Et puis, il y a aussi de très nombreuses initiatives au niveau international dans lesquelles on essaye de suivre ce qui se passe, voire d'être un peu actif. Donc, la Research Software Alliance, des groupes comme Curios ou divers organismes de recherche aussi qui ont une action autour du logiciel qui est importante. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur les travaux actuels du collège, faire quelques focus en fait. J'ai pas parlé, je parle pas de tout ce qui est fait au niveau du collège, juste quelques focus. Donc, le premier focus, c'est autour des catalogues des logiciels, pardon, qui sont développés dans les laboratoires de recherche. Donc, il y a un premier document, je pense que vous aurez accès aux slides et donc les liens sont cliquables. Un premier document qui a été publié très récemment, qui fait un état des lieux en fait au niveau infrastructure, au niveau catalogue existant, au niveau des métadonnées, de l'accompagnement, mais aussi de l'attente des communautés, qui va permettre d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de commencer à réfléchir à développer en fait un catalogue logiciel. Et donc ce premier document nous a permis d'identifier des points vraiment essentiels pour ce catalogue, qui sont d'abord le point principal, c'est de répondre aux attentes des communautés scientifiques. Ça paraît évident, mais voilà, c'est important de le noter. Un autre point important, c'est ne pas réinventer la roue, c'est-à-dire s'appuyer sur ce qui existe déjà et puis faire en sorte que on utilise cet existant. Le troisième point qui est essentiel, c'est ne pas ne pas refaire quelque chose, rajouter en fait de la complexité à l'écosystème du chercheur qui est déjà assez complexe comme ça. En gros, c'est essayer finalement de s'intégrer dans ce qui existe déjà au niveau de l'écosystème. Et puis, essayer d'automatiser au maximum les processus pour éviter en particulier des ressaisies, mais aussi s'assurer que le catalogue est à jour. Donc là, on est en train de réfléchir un petit peu à tous les processus qui vont permettre de faire ça. Et donc pour ça, on a fait des choix structuraux pour le développement d'un premier prototype. Les choix structuraux qu'on a pu faire, c'est utiliser HAL comme base de données principale, parce que c'est un outil qui est connu, qui est maîtrisé par les communautés scientifiques. Un point important, c'est qu'en fait, les notices logicielles sur HAL sont modérées, et puis elles s'appuient sur des référentiels. Donc on a une certaine garantie de qualité des données. Le deuxième pilier sur lequel on s'appuie, c'est Software Heritage, parce que sur Software Heritage, on aura des données à jour, puisqu'ils moissonnent en fait les forges logicielles. Et puis, on a des informations qui sont très complémentaires de ce qu'on peut trouver sur HAL et qui sont plutôt liées finalement à la dynamique de développement du logiciel. Et puis, le troisième pilier, ça va être le SIL, le socle interministériel des logiciels libres. Donc, c'est un logiciel qui a été développé dans le cadre de la DINUM et qui, en fait, est un portail d'affichage de logiciels, quelque part. Et donc, l'idée, c'est de réutiliser ça et puis de le personnaliser, de le customiser en fonction de nos besoins, de façon à avoir quelque chose d'homogène par rapport à l'ensemble de ce qui est fait au niveau du ministère. Je peux changer. Le deuxième focus que je voulais faire, c'est les forges logicielles. Donc, il y a eu un état des lieux sur les forges logicielles qui a été réalisé avec un rapport qui a été produit en 2023. Et en fait, c'est un rapport qui vit parce que finalement, on récupère régulièrement des informations sur des forges qu'on n'avait pas encore repérées. Mais là, on est arrivé à je crois qu'on est à 80 forges qui sont listées dans ce rapport et qui permet en fait d'avoir les idées assez claires sur comment ça fonctionne au niveau de la recherche académique, quels sont les établissements qui ont déployé les forges, etc., etc. Les points importants, c'est qu'il y a eu quelqu'un, donc c'est Daniel Lebert, qui est membre du collège, pardon, qui a été désigné comme référent national pour les forges logicielles au niveau du ministère, donc en mai 2024. Donc c'est vraiment, voilà, ça permet d'acter aussi l'importance de cette question pour le développement logiciel. Et puis dans la foulée, il y a eu la création d'un réseau d'administrateurs de forges académiques qui regroupe en fait toutes les personnes qui ont un peu les mains dans le cambouis et donc avec qui on peut échanger vraiment de façon technique et puis avancer. Daniel essaye aussi de mettre en place une sorte de task force pour avancer sur un certain nombre d'outils qui nous permettraient de connecter en fait les forges entre elles à travers les fédérations de forges. Donc si jamais parmi vous il y en a qui sont intéressés par le sujet, n'hésitez pas à contacter Daniel ou à vous connecter sur le Forum national Forge. Alors, le troisième focus, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, le prix science ouverte du logiciel libre qui est remis depuis 2022. Donc,
La session 2024 a été déclarée à fin novembre, là, au moment des assises des données. Donc les prix ont été remis à ce moment-là. Donc ça, c'est un point aussi important parce que ça met vraiment en visibilité des logiciels assez exemplaires. C'est vraiment un sujet qui est important, en particulier sur la partie reconnaissance de cette activité au niveau des carrières, à la fois des chercheurs, mais aussi des ingénieurs. Voilà. Et je ne sais plus si j'ai un dernier focus, je te laisse passer les slides. Ah oui, et au niveau des politiques institutionnelles, on commence à s'intéresser aussi au sujet. Donc on verra dans la suite du webinaire qu'il y a un certain nombre d'établissements qui se sont un peu emparés de ce sujet-là. On a organisé avec RDA France un atelier sur ce sujet dans lequel on essayait de montrer un petit peu quelles étaient les diverses, la diversité aussi des appropriations, et puis aussi ce qui se faisait au niveau de RDA international sur ces sujets-là. Donc, à nouveau, le lien est cliquable. Vous pouvez aller voir les supports en particulier des interventions qui ont été réalisées ce jour-là. On peut changer. Et enfin, dans le cadre du collège, on fait beaucoup de sensibilisation aux enjeux autour du logiciel, avec beaucoup d'interventions, alors devant différents publics, à la fois en France et à l'international, pour essayer de prêcher un peu la bonne parole et devant différents publics avec différentes compétences euh, et différents rôles en fait dans l'accompagnement autour du logiciel. On peut changer. Et donc là, je vous rappelle un certain nombre de références de publications diverses et variées qui sont en lien avec le logiciel, des liens aussi donc sur le collège Code Source, les productions du collège. Il y a eu un article de blog sur le logiciel de recherche, le prix Sciences ouvertes du logiciel libre 2023, mais celui de 2024 est aussi disponible maintenant. On a organisé l'année dernière, en novembre, un workshop autour du logiciel. Donc les conclusions du workshop sont également en ligne. Et puis l'atelier RDA France sur les politiques des entités de recherche. Voilà. Et j'ai terminé. Merci. Mais merci Violaine, merci beaucoup pour cette présentation. Alors on a plusieurs questions pour vous. Alors je pense pas qu'on ait le temps de pouvoir toutes les poser malheureusement. Peut-être que si on a le temps en fin de webinaire ou plus tard, on pourra y répondre. Alors je vais prendre dans l'ordre. Alors la première question, la science ouverte ne sert-elle pas à la colonisation numérique de notre pays? On voit ce qui se passe en IA, par exemple, avec des codes ouverts dans l'ère pré-LLM, puis désormais des codes poids métadonnées qui deviennent non fournis et un modèle qui bascule brutalement en tout payant. Quid du projet de science fermée tel que promu par Alexandre Monning notamment? Alors, je suis un peu démunie devant ce sujet. Je pense il faut regarder la réalité du terrain, qui est que les gens font des codes de recherche pour faire leurs recherches, pour publier des articles scientifiques. Et je pense que l'importance de la science ouverte, c'est de permettre aussi de diffuser en fait cette production scientifique, ne serait-ce à des fins de reproductibilité des résultats qu'on a pu mettre dans une publication. Euh, et je pense que ça, c'est un point important au niveau de la transparence de la science et au niveau de l'éthique de la science. Après, la question de l'IA qui arrive, enfin voilà, de tous ces outils d'IA, c'est un sujet auquel on va s'intéresser à travers le thème 6. Hein. Voilà, le dernier groupe de travail du collège, il va s'intéresser à ça parce que clairement, c'est un sujet qui a pris une ampleur assez considérable. Mais je crois il faut raison garder et se dire que voilà, le point essentiel, c'est que le travail des scientifiques soit ouvert pour pouvoir assurer une certaine transparence de la science et de fait, en termes de développement logiciel, globalement, généralement, et même sans toute cette dynamique autour de la science ouverte, il était de toute façon ouvert, de toute façon, dans un contexte historique voilà, qui amène à ça. Je sais pas si... Raïm, tu voulais intervenir?
Oui, pour compléter ce que disait Violaine, donc de mon point de vue, je pense que la science ouverte, c'est la seule façon de faire progresser la science actuellement. Et comme disait Roberto Di Cosmo, pendant la pandémie de Covid, si, disons, au lieu de se fermer chaque entreprise pour évaluer sa recherche, ça aurait été mieux de partager les connaissances et comme ça, disons que la pandémie aurait été mieux gérée. Juste pour un exemple de pourquoi la science ouverte, c'est la solution. Merci, Jaime. Alors, je ne vais pouvoir prendre qu'une autre question parce qu'il va falloir qu'on avance malheureusement. Euh, je crois que ça parlait du catalogue. Dans quelle mesure le catalogue, dans quelle mesure cela reprend des choses qui avaient été faites avec Plume? Alors, en fait, ça reprend des idées de Plume et ça reprend finalement, quelque part, une prise de recul sur comment a fonctionné Plume, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, c'est de tirer un peu les leçons de ce qu'était Plume. Mais bon, les choses depuis Plume ont évolué. Moi, je vous rappelle que Plume, ça s'est fini en 2012-2013, donc ça fait quand même un certain nombre d'années cette fois-ci. Les choses avancent très vite. Donc c'est bien d'avoir ça en tête. C'est bien aussi de se rendre compte de ce qui a fonctionné, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, pour pouvoir avancer. C'est voilà. C'est après le contenu de si on parle de contenu du contenu de ce qu'il y avait dans Plume, il est pour moi, il est maintenant, enfin 10 ans, 12 ans, 13 ans après, il est obsolète quoi. Merci. Bon, allez, une dernière question et puis après on passe à la suite. Le travail fait par le collège sur chacun des axes est vraiment très utile pour nous, ingénieurs de recherche, sur les plateformes. Concernant l'axe 3, valorisation, ma question concernant le financement des logiciels. Donc, pour passer de logiciels d'une équipe de recherche bien diffusée à une solution logicielle référence, il est parfois nécessaire d'investir ponctuellement avec des moyens ingénieurs. Quelles sont les actions du COSO à ce sujet? Comment aider sur ces sujets? Alors le COSO, il est un peu limité dans ses actions, hein, parce que ça reste quand même un comité du ministère sans moyens, en fait, quelque part. Ce qu'on peut faire, c'est juste faire des recommandations et des préconisations au niveau du ministère. Donc malheureusement, voilà, on n'a pas des moyens d'action complètement phénoménaux. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre en avant un certain nombre d'initiatives qui nous semblent intéressantes. Je pense par exemple au projet Open du CNRS qui vise à financer en fait ponctuellement des ingénieurs support pour booster en fait le développement d'un logiciel libre. Donc l'idée est intéressante. Il faut voir, donc elle a un an, hein, ça fait un an que ça a démarré, donc il faudra attendre un petit peu pour voir un petit peu, prendre un peu de recul sur l'initiative, mais certainement ce sont des idées qui peuvent être intéressantes. Après, ça ne résout pas le problème sur le long terme, la pérennisation et la maintenance des logiciels. Et ça, c'est un vrai sujet politique de priorisation des moyens qui est un peu entre les mains des établissements. Donc, c'est un petit message que je passe. Merci beaucoup, Violaine, pour votre intervention. Alors, on va pouvoir passer à notre seconde partie. Alors, je vais laisser Jaime Arias. Attends, hop, pardon, je vais passer à la suite. Donc, Jaime Arias, ingénieur de recherche CNRS au laboratoire d'informatique de Paris Nord et ambassadeur Software Heritage, donc nous faire une présentation de Software Heritage. Merci Léo aussi pour l'invitation. Donc, je vais faire une présentation très courte de Software Heritage et un peu globale pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, bon, je vais dire next pour la prochaine, comme ça c'est plus facile. Donc, juste pour voir l'importance des logiciels actuellement dans la science. Donc, si on voit les baromètres qui a nommé Violaine tout à l'heure, donc il y a un baromètre qui permet de savoir comment les logiciels sont cités dans les publications de recherche. Donc, par exemple, on peut voir que presque 60% on utilise des logiciels pour la biologie, 55% pour l'informatique. Donc, on voit qu'il y a un grand pourcentage d'utilisation de logiciels dans les publications de recherche. Donc, c'est pour ça que c'est très important de les préserver, pardon. Et voilà. Donc, aussi, si on voit, par exemple, les sondages qui a été fait par Sonatype en 2017,
on voit que presque 90% des nouveaux logiciels, c'est de la réutilisation. Donc ça, c'est une chose très importante parce que imaginez-vous que indépendance, il n'existe plus. Donc il peut casser presque une grande majorité des autres logiciels qui sont basés sur ces logiciels. Donc c'est pour ça que la préservation, c'est très important dans la recherche reproductible. Et aussi, quelque chose qui me tient au cœur, par exemple en France, parce que moi, je suis colombien, donc c'est complètement différent là-bas. Mais en France, les logiciels sont des offres de l'esprit. Donc, et c'est ça qui amène à l'importance de sa préservation. Donc, tout le monde veut préserver les choses artistiques. Et en France, les codes sources sont traités comme ça. Donc, c'est très important. Next. Donc, pour expliquer sur Software Heritage, donc une petite histoire. Donc, c'était une fois le petit Jaime qui en 2015 a fait sa première publication. Donc, il était très fier de sa publication. Il voulait partager ses codes avec tout le monde. Mais bon, il était naïf et donc il a dit, je vais plus stocker sur les sites perso de lui. Mais il pensait pas qu'un jour il devrait partir du laboratoire. Donc il est parti et 10 ans après, donc maintenant, le lien n'existe plus. Donc tout le monde qui va regarder sa première publication, ils vont trouver rien parce que le lien ne marche plus. Donc voilà, c'est un grand fail pour Jaime. Et c'est ça que c'est important de l'utilisation de Software Heritage. So, next. Euh, Actuellement, il y a plusieurs solutions, par exemple les artefacts. Donc, il y a plusieurs conférences internationales qui permettent de faire des artefacts dans lesquels on publie les codes sources qui permettent la reproductibilité du papier, par exemple. Et quand on utilise des artefacts, on montre, par exemple, qui sont les auteurs des logiciels. Il y a un identifiant du logiciel, il y a une version, une petite description, et on peut télécharger le code. Mais il y a pas mal de choses qui manquent. Par exemple, euh, on ne sait pas l'historique d'évolution du logiciel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Quelles sont les différences entre chaque version? Aussi, on peut pas savoir, par exemple, quels sont les langages de programmation qui ont été utilisés, par exemple. Aussi, il ne permet pas, par exemple, de faire la référence ou citer un fragment du code. C'est pas possible avec les artefacts. Et donc, on peut faire mieux. Et c'est ça qui intervient dans Software Heritage. Et next. Donc, quelle est l'idée avec Software Heritage? Donc, on peut le voir avec un grand catalogue qui permet de collecter, faire la préservation et partager tous les codes sources des logiciels. Donc, ça, c'est le but de Software Heritage. Et next. Donc, quand je dis catalogue, c'est un endroit où on peut rechercher et trouver du code source. Donc, on peut taper le nom du logiciel et on peut voir s'il existe dans le catalogue. Et grâce à son archivage sur Software Heritage, après, on peut les citer ou on peut faire une référence vers le logiciel. Donc, dans les petits screenshots que je partage, donc, c'est le code source d'un logiciel que j'ai développé. Et là, on voit on a un identifiant qui est unique pour cet logiciel. Et il y a plusieurs façons de le citer. Donc, soit on va citer le snapshot. Ça veut dire que, je ne sais pas comment traduire snapshot, une version actuelle du code. Soit on va citer un dossier, parce qu'on peut citer des dossiers, par exemple les dossiers SRC ou les dossiers utiles, ou soit on peut citer ou faire référence vers une version ponctuelle du logiciel. Donc il y a plusieurs façons de citer le logiciel et qui permet Software Heritage. Next. Donc un autre exemple ici, c'est un papier dans lequel on voit le code qui a été mis dans le papier et on peut ajouter un petit lien vers Software Heritage pour voir le code complet. Ou sinon, aussi, on peut voir que le fragment qui a été cité dans le papier. Aussi, on peut faire ajouter des références, donc parce qu'il y a un paquet LaTeX, donc
qui permet de faire des citations automatiques grâce à LaTeX. Donc là, par exemple, on voit que on, il y a une référence vers le paquet par map, la version A.A.1 qui a été libérée en 2020. Aussi, on voit dans la référence que euh, c'est la ligne 192 jusqu'à la ligne 1228 et il fait référence au fichier parmap.ml. Donc, vous voyez, donc on peut ajouter des petites informations dans des références pour être plus spécifique dans la citation. Et next. Aussi, actuellement, on peut faire les liens entre HAL et Software Heritage. Donc, c'est très, très, très sympathique, ça. Donc, maintenant, soit on fait référence vers la publication en soi-même, mais aussi, maintenant, on peut faire aussi la référence uniquement au logiciel. Et grâce au portail HAL, on peut voir quel est un lien entre le logiciel et la publication en lui-même. Et on voit aussi des métadonnées dans HAL, par exemple le langage de programmation, la version, la licence du logiciel. Aussi, on peut ajouter les auteurs et quel est le rôle de chaque auteur dans le logiciel, entre autres informations. Donc, ça permet de mieux référencier les codes. Next. Euh, Safari Heritage aussi permet de l'archivage pour conserver des codes sources. Donc, par exemple, moi, j'ai pas eu euh, l'opportunité de voir Apollo 11, mais grâce à Safari Heritage, maintenant, j'ai pu au moins voir les codes sources qui a été utilisé pour les vaisseaux spatiaux. Et donc, par exemple, là, on est en train de faire une référence vers des lignes de code sur Safari Heritage. Donc, ça, c'est très important. Et j'ai pu le partager avec les autres. Et next. Finalement, aussi, grâce à qu'on a une collection de codes sources, on peut aussi les analyser parce qu'on a les codes sources et c'est grâce à ça que c'est bien la science ouverte. Parce que maintenant, grâce à que le code il est ouvert, on peut faire de l'analyse et faire progresser la science. Donc, si quelqu'un veut regarder le code source et analyser s'il y a, par exemple, des trous informatiques, ça va permettre d'avancer la science. Next. Et donc, voilà, donc ça c'est Separated. Donc, en résumé, on peut dire que c'est une grande collection, une grande bibliothèque de code source qui va permettre de faire la préservation de cette code source et le partager avec les autres. Donc, je laisse maintenant mon collègue Karim. Oui, bonjour. Donc Karim Boualem, donc responsable du service d'appui à la recherche du SCD de Sorbonne Paris Nord. Donc moi j'interviens évidemment en complément de l'intervention de Jaime, qui est donc ambassadeur Software Héritage, y compris chez nous, Sorbonne Paris Nord. Donc nous en fait on a été vraiment sensibilisés à ces questions. Je parle du SCD, notamment après l'adoption du deuxième plan national pour la source ouverte, ça a été rappelé tout à l'heure, qui étend son périmètre aux coûts de source et aux logiciels issus de la recherche et qui structure les actions en faveur de l'ouverture et du partage des données. Alors après, il y a aussi le lien évidemment avec la plateforme recherche DataGouv. Donc l'ouverture et la promotion des coûts de source produits par la recherche sont en effet au cœur de cette deuxième version du plan national source ouverte. Et nous devions, nous, en tout cas à l'échelle de notre université, de répondre favorablement à ces injonctions nationales avec la mise en place d'une politique spécifique au logiciel libre et aux coûts de source. Alors tout en sachant que pour l'instant, évidemment, ça se limite au soutien et au développement de software héritage, notamment en appui, encore une fois, de Jaime, qui exerce déjà des fonctions d'ingénieur d'études au l'IPN, l'IPN qui est le laboratoire d'informatique à Sorbonne Paris Nord et qui est donc notre ambassadeur concernant Software Héritage. Donc c'est pas principalement par ce canal, je parle là du plan national source ouverte, que la formation nous est arrivée en fait à nos oreilles. En fait, parce que nous, en fait, à l'échelle du SCD, on n'était pas forcément sensibilisés à ces questions, d'autant que beaucoup de moyens avaient été mis à l'époque sur HAL, notamment dans le cadre de l'évaluation HCERS, mais aussi sur les données de la recherche.
hein, pour le coup, puisque nous on participe encore une fois à la construction d'un guichet unique dans le cadre de la labellisation Recherche DataGouv concernant les données de la recherche. Donc disons que la focale était plutôt sur les données de la recherche et le portail et l'administration et la gestion du portail HAL de notre université. Donc là, pour le coup, on a en effet ouvert vers les logiciels libres et les codes sources, avec la mise en place, encore une fois, d'une politique spécifique à travers l'adoption, en tout cas la réactualisation, il y avait déjà eu une charte qui avait été adoptée, une charte source ouverte, hein, qui avait été adoptée en avril 2022 et qui a été réactualisée en avril 2024 avec le soutien au développement de software héritage. Alors, la mise en place d'une politique spécifique se devait de partir évidemment d'une analyse des besoins, hein, et des compétences disponibles au sein de notre université, hein. Donc, on a à peu près 30 unités de recherche qui couvrent grosso modo l'ensemble des champs disciplinaires, hein. Donc, on est une université qui est pluridisciplinaire. Donc, SHS, santé, médecine, biologie. On a une école d'ingénieurs qui est quand même assez importante. Alors, c'est réparti sur deux zones géographiques, hein, le campus de Villetaneuse et le campus de Bobigny. Donc, on voit donc que les besoins en termes d'accompagnement sur les logiciels libres et les codes sources sont importants et surtout très variés, en fait, hein, en fonction, encore une fois, des champs disciplinaires. Donc, le principal moteur en termes de besoins étant le laboratoire d'informatique, hein, l'UIPN, avec ses 150 chercheurs. D'autant que le LIPN s'est constitué un puissant écosystème, notamment à travers une étroite collaboration avec un autre laboratoire, qui est le laboratoire de mathématiques, le LAGA, qui est aussi un laboratoire qui est quand même relativement important. Alors après, comment dire, disons que on est une université qui est pluridisciplinaire, donc on a aussi une composante en santé, médecine, biologie. Et l'autre grand pôle en termes de besoins étant le LIMIC, qui est donc une unité de recherche, qui est un laboratoire de recherche en informatique pour la santé, avec comme principal axe de travail la recherche en informatique et en informatique pour la santé. Donc c'est essentiellement en fait l'élaboration de systèmes d'aide à la décision et à l'apprentissage statistique. Il en a de même pour un certain nombre d'unités de recherche en SHS, hein. Je pense notamment à une équipe en géographie, par exemple, où on a aussi des besoins concernant les logiciels libres et les codes sources. Donc le SCD a un rôle moteur, hein, concernant la structuration de la politique sciences ouvertes dans notre université, hein. Donc depuis en tout cas, depuis qu'on a en gestion le portail HAL de notre université, ce rôle est défini, hein, par la charte sciences ouvertes de notre université. Nous en sommes donc, là je l'avais déjà dit, à la deuxième version. La gestion du portail HAL et l'accompagnement au dépôt sur le portail a été un facteur important, hein, de légitimité vis-à-vis de notre communauté scientifique, parce qu'on a une expertise, là je parle des SCD, au sujet des métadonnées et de l'indexation, hein, qui n'est plus aujourd'hui approuvée. Les bibliothécaires sont de fait des professionnels les mieux placés, de mon point de vue, hein, pour aussi s'emparer, à côté des personnels de l'IST, des sujets des codes et logiciels, notamment sous l'angle du signalement, de la diffusion et de la préservation et surtout de la curation, hein. Parce qu'encore une fois, on a aussi une expertise en la matière. Le rôle du SCD est aussi central dans l'animation du réseau Sciences Ouvertes, un réseau qui s'est d'abord constitué avec HAL, à travers notamment un comité Sciences Ouvertes qui était animé par notre vice-présidente recherche. Donc là, suite au renouvellement de nos instances, à l'exemple de la commission recherche, ce réseau va être bientôt renouvelé, hein, puisqu'on est en période électorale. L'objectif étant que ce réseau soit élargi aux données de la recherche et ensuite aux codes et logiciels. Le profil des référents est assez variable d'ailleurs. On a évidemment des professionnels de l'IST, mais on avait surtout, parce que ce comité n'est plus réuni, mais on avait surtout des enseignants-chercheurs, hein, qui étaient membres de ce comité Sciences Ouvertes.
Donc la validation par la commission recherche et ces différents groupes de travail sont des passages quasi obligés, hein. Ça a été le cas pour cette nouvelle version de la charte source ouverte, hein, qui intègre encore une fois les logiciels et codes sources à travers le soutien à Software Heritage. Il y a aussi tout un process, évidemment, entretien en tête à tête avec la VP Recherche, 4-5 fois par an. Et pour reprendre une terminologie qui est chère au directeur du SCD de Lille, Julien Roche, les SCD sont sur le temps long, travaillent sur le temps long et institutionnalisent des sujets, en règle générale. Ce qui est une sorte de permanence des SCD par rapport, encore une fois, aux politiques qui changent régulièrement, en tout cas à minima tous les 4 ans. Donc la sensibilisation des décideurs a été un élément clé, qui est surtout à mettre en rapport aussi avec l'offre de service, hein, qu'un SCD est prêt à mettre en face. Hein. C'est toujours pareil, hein. Si on n'est pas en capacité de démontrer son utilité, si on n'est pas en capacité de définir et de produire une offre de service, il est bien évident qu'on perd évidemment en légitimité par rapport à nos instances. Après, il faut aussi ajouter, ça a été un petit plus, hein, que le président de notre université, jusqu'à encore récemment, était issu du IPN. Hein. Donc c'est donc un sujet que le président de notre université maîtrise relativement bien. Donc il y avait un écho, on va dire, naturellement relativement favorable à cette initiative. Et il était donc naturel qu'on se tourne et qu'on soutienne, hein, Software Heritage. Il faut aussi signaler, je le redis encore, hein, l'implication de notre ambassadeur, Jaime, qui est donc lui aussi issu de ce laboratoire. Parce qu'en parallèle des politiques nationales, Jaime m'a évidemment sensibilisé à ces problématiques. Hein. Moi, je n'étais pas sensibilisé de manière, on va dire, naturelle à ces sujets. Et encore une fois, il a été proactif et assez persuasif, encore une fois, dans ses propositions. D'autant que lui avait déjà entamé une réflexion à l'échelle de son laboratoire, hein, ce qui a pu ruisseler ensuite vers les politiques et les instances. Donc là, l'objectif, c'est que ça sorte des disciplines habituelles, informatique, mathématiques, hein, qui est des disciplines qui utilisent logiciels et codes sources, notamment en SHS. Je le rappelais tout à l'heure. À titre d'exemple, j'ai accompagné récemment une équipe de recherche en SHS qui porte sur une étude sur les maladies professionnelles concernant le dépôt sural. Il s'est avéré qu'en échangeant avec eux, en discutant avec eux, qu'ils avaient produit des solutions techniques maison, notamment des logiciels d'extraction et de traitement des données. Donc j'ai pu les sensibiliser à la préservation des logiciels et des codes sources. Donc on voit qu'il y a des passerelles, encore une fois, sur les données de la recherche, HAL, et évidemment, en tout cas l'offre de services qu'on donne sur HAL et qu'on propose sur les données de la recherche, il y a toujours une passerelle avec le logiciel et les codes sources à côté. Donc l'objectif, c'est d'ici le printemps 2025, qu'on puisse fournir un accompagnement personnalisé et des formations doctorales sur le sujet, notamment à travers, on a un ambassadeur, nous, Software Heritage Sorbonne Paris Nord, j'allais dire. Donc on va évidemment se reposer en grande partie sur Jaime et voir comment on peut développer encore une fois une offre de service pertinente vis-à-vis de nos chercheurs. D'autant que se pose aussi la formation des personnels, notamment en SCD. Et là, je pense que le rôle de Jaime va être aussi important par rapport à ces thématiques. Voilà, j'ai fini. Alors oui, il y a aussi la possibilité, il y a des possibilités de mutualisation avec d'autres établissements, dans le sens où là, je bascule un peu sur les données de la recherche, vu qu'on a quand même, on bosse quand même pas mal avec le Campus Condorcet, puisqu'on est membre en fait du Campus Condorcet, qui va, je pense, développer aussi une offre de service concernant les logiciels et les codes sources. Je pense aussi à Paris 8, avec qui on travaille, par exemple, sur les données de la recherche, puisqu'on monte ce guichet unique avec eux. Donc, je pense qu'il y a aussi une possibilité de pouvoir, encore une fois, de mutualiser et d'échanger, encore une fois, et de produire une offre de service qui soit commune à Condorcet, voire même à Paris 8 ou autre. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Karim. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos intervenants vous répondent textuellement dans le module questions et réponses. Hein. N'hésitez pas à aller checker les réponses en live. Euh, Tant qu'on t'a parmi nous, Jaime, moi j'aurais bien aimé que tu nous parles un peu du programme ambassadeur de Software Heritage.
À qui est-ce qu'il s'adresse? Comment est-ce qu'on peut y participer? Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce programme? D'accord. Donc, l'idée des ambassadeurs, c'est de partager l'idée de software heritage avec, disons, soit dans l'académie, soit l'industrie, soit aussi dans des autres domaines, euh, pour sensibiliser, comme disait Karim, l'importance de la préservation des codes sources. Il y a aussi, par exemple, des exemples, par exemple, pour la préservation des partitions musicaux. Donc, c'est juste un autre exemple de préservation. Donc, ça, juste pour dire qu'on ne se limite pas à la préservation des codes sources, sinon aux autres types de, disons, codes sources, entre guillemets, comme les partitions musicaux. Euh, aussi, comme disait Karim, ça permet d'être un support pour entamer des actions de sciences ouvertes, par exemple la reproductibilité des résultats. Euh, Par exemple, dans mon labo, on essaie de toujours faire des, des publications reproductibles. Et c'est grâce à Software Heritage qu'on peut, par exemple, partager les codes sources et qu'ils soient disponibles immédiatement. Aquí, donc, toute personne peut participer. C'est juste, disons, avoir la motivation et avoir la disponibilité pour partager l'idée, disons. On a une question sur est-ce que vous pouvez donner des exemples de collaboration avec d'autres industriels? On a, par exemple, des collaborations avec Microsoft, je pense. Donc, en ce moment, je n'ai pas la main de collaboration exacte, mais c'est très important pour les industriels de préserver disons, ses code sources. Et par exemple, s'il y a des industries qui utilisent beaucoup de open source, par exemple. Et donc, comme j'ai montré dans mes slides, une façon d'utiliser Software Heritage pour l'industrie, c'est euh, permettre à la communauté d'avoir accès au code. Et comme ça, disons, un exemple simple, c'est de trouver bugs, par exemple. Euh, Aussi, avec l'industriel, par exemple, actuellement, il y a eu déjà des cas dans lesquels le code source euh, est hébergé dans des, disons, fournisseurs privés. Et c'est déjà le cas plusieurs, il y a eu déjà plusieurs cas dans lesquels le fournisseur privé, il a fermé ses serveurs et tout le code source est perdu. Donc, c'est aussi une façon, disons, d'avoir la garantie, entre guillemets, de, euh, de préserver les logiciels, le code source. Et pas euh, euh, se retrouver un jour dans lequel le fournisseur privé dit non, j'ai plus l'argent, euh, j'ai plus la façon de maintenir, par exemple, le serveur et j'ai besoin de fermer la boîte, par exemple. Merci. Alors, une autre question, comment travaillez-vous avec les containers en software heritage? On n'a pas de conteneur. Non, 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 c'est pas possible les conteneurs. C'est des codes sources. Sauf s'il y a un dépôt Git qui contient, par exemple, pour Docker, il y a le Dockerfile, ça c'est possible de faire la préservation. Mais les images Docker ou les images de conteneurs, non, c'est pas possible. Merci. Alors, une question pour Karim, cette fois, peut-être pour repréciser quelque chose. Comment travaillez-vous avec le service, oups, pardon. Comment travaillez-vous avec le service de valorisation de votre université? Alors, je pense Exactement. que, pardon. Oui, donc je pense que c'est plutôt c'est plutôt la direction de la recherche, hein, parce que nous, on est nous-mêmes service d'appui à la recherche. Donc oui, pour le coup, oui, on a aussi en parallèle une direction de la recherche. Alors tout en sachant que
dès le départ, nous, on a eu une certaine liberté, on va dire, et des marges de manœuvre quand même relativement importantes sur ces sujets, sources ouvertes de manière générale. Donc, mais pour le coup, oui, on travaille en étroite collaboration avec eux. Ils sont en appui RH et en appui en termes de financement, en fait, tout simplement, déplacement, organisation de formation et de séminaires pour le coup sur ces sujets-là. Donc on travaille en étroite collaboration avec eux. Ça a été le cas par exemple encore récemment sur l'évaluation en fait. Hein. Donc non, non, on travaille avec eux. Merci. Alors, une autre question pour vous, Karim. Sur la question de mutualisation inter-établissement, existe-t-il un espace de dialogue à grande échelle entre les établissements de l'ESR? Pas à ma connaissance. Après, là, pour le coup, c'était surtout porté par l'Umatec et le Campus Condorcet. Alors là, ça concerne toujours d'ailleurs les données de la recherche, hein, pas forcément sur les codes logiciels. Mais pour le coup, non, à ma connaissance, il n'y a pas d'espace dédié interétablissement de l'ESR là-dessus. Enfin, en tout cas, à ma connaissance. Hein. Merci, Karim. Ce qui n'est pas le cas sur les données. Encore une fois, sur les données, pour le coup, notamment à travers Recherche à Tagouv et les différents ateliers labellisés ou en cours de labellisation, où là, pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai portage national qui est beaucoup plus proactif. Ça va sans doute venir sur les codes sources et logiciels, je pense. Merci. Bien, je crois que nous avons fait le tour des questions. Nous allons pouvoir passer à notre troisième et dernière partie, donc présentée euh, par Lucie Albaret. Donc, Lucie Albaret qui est responsable des services à la recherche à la BU Grenoble-Alpes et qui va nous présenter euh, pardon, comment dans son établissement on forme au dépôt de logiciels et aussi avec un focus sur la validation technique et juridique des dépôts. Lucie? Oui, enfin bon, bref, ce sera plus modeste. Donc, merci vraiment aux collègues du CCSD pour leur invitation. Et je voulais juste dire que je ne suis que la porte-parole d'une équipe super équipe, hein, qui s'implique de plus en plus sur la question des codes et logiciels dans le contexte de la science ouverte, bien sûr. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter quelques éléments de contexte et les acteurs, et puis différentes actions qu'on essaye de mettre en place, et à la fin, évidemment, classiquement, ouvrir quelques perspectives. Suspense. Oui, parfait, C'est bon, merci. super. Ouais. Voilà, donc Extrait, tu peux passer à la slide suivante direct, voilà. Donc, je commence par quelques éléments de contexte. Le grand établissement Université Grenoble-Alpes a de nombreux partenaires que vous voyez et qui sont, alors je cite, INRIA, CEA, CNRS, INRAE, voilà, amenés à faire des développements de code, évidemment. On compte plus de 90 unités de recherche, plus de 2900 doctorants et à peu près le même nombre d'enseignants-chercheurs. Et l'UGA a pris des engagements pour la science ouverte avec 2 textes fondateurs qui ont été votés à l'unanimité, je le signale, à l'automne 2022, la charte de science ouverte et le schéma directeur de la science ouverte. Alors, les liens sont cliquables, bien sûr. Dans ces textes, les codes sont pleinement intégrés avec, par exemple, la volonté de recenser les codes, de former aux bonnes pratiques, notamment à l'utilisation de Forge, et donc avec la volonté aussi de diffuser les codes via Software Heritage et HAL. Donc, on voit que c'est très cohérent avec la politique nationale présentée par Violaine tout à l'heure. Alors, dans la slide suivante, vous allez découvrir les acteurs qui s'emploient à mettre en œuvre cette politique science ouverte avec, donc la slide suivante, Léo, s'il te plaît. Voilà, merci. Avec la cellule data Grenoble-Alpes. Alors, elle est coordonnée de manière conjointe par l'UAR et Mésocentre GRICAD et la DGD BAPSO, c'est le nom officiel des BU de Grenoble. Et elle a été labellisée ADLD, Atelier de la donnée, en 2022.
Elle compte 22 membres, ce qui représente à peu près 7 équivalents temps plein. Et ses collègues donc accompagnent la communauté en proposant des services le plus possible personnalisés, concrets, etc., sur la gestion des données et aussi sur la gestion des codes tout au long du cycle de vie. On s'appuie sur un réseau de référents données dans les labos, donc il y a à peu près 70% des laboratoires couverts. Autre acteur clé, bien sûr, c'est l'équipe A à l'UGA, qui représente environ 3 ETP et qui donc accompagne les chercheurs sur HAL et puis les collègues d'appui à la recherche et qui administre le portail. Cette équipe s'appuie également sur un réseau de correspondants HAL dans les labos, à peu près la même proportion de laboratoires est couverte. Et nous avons également une plateforme universitaire de données dans le cadre de l'infrastructure de recherche Progedo, donc qui met à disposition des données quantitatives en SHS. Et puis, évidemment, le mésocentre de Grenoble, l'UAR GRICAD, propose de nombreux services autour des données, mais aussi autour des codes, on verra ça un peu plus loin. Et puis, nous avons la chance de bénéficier du dispositif Gates, que je vous expliquerai plus loin. Alors, nous avons quand même quelques atouts dans notre manche, en fait, ça a déjà été souligné, mais c'est vraiment la complémentarité des métiers. Dans la cellule, par exemple, il y a des informaticiens, des personnels IST, des chercheurs, et tous ces gens sont issus de différents laboratoires, disciplines, organismes. On travaille de manière conjointe et c'est vraiment très enrichissant et ça nous rend plus efficaces dans nos accompagnements. Spécifiquement sur l'accompagnement des codes et logiciels, le fait que le mésocentre et que l'INRIA se soit investi tout de suite dans cette question, ça nous tire vers l'avant. Et je ne parle évidemment pas du rôle extrêmement moteur de Violaine Louvet, voilà. Oui, pas désolée Violaine, hein, voilà, faut assumer, hein, voilà. Donc, notre objectif, c'est vraiment de prendre en compte les codes pour toutes les raisons qui ont été évoquées dans les précédentes présentations. Et donc, nous traitons à la fois finalement les données et les codes dans l'idée vraiment de décloisonner. Et puis, évidemment, notre objectif, ça a été souligné par tous, c'est de lier entre elles l'ensemble des productions de la recherche, publications, données, codes, thèses. Et ce sera évidemment le fil rouge. La slide suivante, Léo va vous présenter une image. Léo, voilà, merci. Des services proposés par la cellule et vous voyez qu'à chaque étape ou presque, les codes sont pris en compte, par exemple sur les aspects juridiques, la gestion des codes et leur diffusion. Et puis, évidemment, il y a la question de la formation. Donc, sur la slide suivante, ça me permet d'évoquer un certain nombre d'actions. Alors, je précise qu'on est évidemment aux premières étapes. Donc, ces actions sont encore modestes et surtout, elles sont à consolider, développer, etc. Dans le temps. Je voudrais commencer par l'angle de la médiation-sensibilisation. Donc, on a proposé un certain nombre de webinaires. Vous avez la liste ici. Ils sont accessibles si vous souhaitez les visionner. Violaine, désolée, a organisé une séance de formation sur les codes et logiciels de recherche à destination des personnels de la bibliothèque qui étaient impliqués dans la science ouverte. Et ça a été précieux pour nous parce que ça nous a permis de mieux comprendre les spécificités de cette production scientifique. Dans la même lignée, à l'occasion d'une journée des correspondants HAL, nous avons eu l'occasion de sensibiliser les collègues sur le lien entre publication, données et code. Et puis, nous intervenons à la demande dans les labos, surtout sur le lien entre software heritage et HAL. Voilà. Donc, sur la slide suivante, s'il te plaît. Je voudrais également présenter tout ce qui relève de la formation des doctorants. Alors, désolée Violaine, je vais encore parler de toi, mais depuis 2022, mais après c'est terminé, je crois. Nous avons mis en place une formation sur les codes et logiciels. C'est un module de 3 heures qui s'inscrit dans un dispositif de modules sur la gestion des données. Donc, cette formation aborde évidemment le cycle de vie des codes et logiciels, l'utilisation des forges, le cadre juridique, la description des codes et évidemment leur diffusion.
Nous avons le projet pour 2025 de proposer un module sur la recherche reproductible, et puis on peut souligner le soutien du collège doctoral qui attribue un certain nombre de crédits à ces formations et qui nous soutient sur cette problématique. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, nous avons également monté un site web Sciences ouvertes Université Grenoble-Alpes qui est qui essaye de compiler un certain nombre d'informations, de bonnes pratiques, etc., sur les publications, sur les données. Et donc, il y a une rubrique dédiée sur les codes. Une fiche pratique synthétique a été créée par Taylor Spiri, qui était stagiaire chez nous, sur les étapes à suivre pour l'ouverture des codes. Donc là, vous la voyez à droite. Et une part non nulle de notre fac évoque la question, répond à des questions consacrées au code. Sur la slide suivante, voici juste une image, mais j'espère que ça vous incitera à aller voir le site de ce qu'on présente sur le site web SOUGA, donc outils bonnes pratiques, questions juridiques, référencement, diffusion, archivage, etc. Notamment. Alors, dans la slide suivante, je voudrais également évoquer un projet mené entre le SCD de Lyon 1 et la BAPSO pour mettre en place une plateforme d'aide à la gestion des données à l'adresse des communautés en physique et en chimie, avec des contenus vraiment adaptés, thématiques sur ces disciplines. Alors, elle existe depuis 2020 grâce à un financement du GIS Collex-Percé. Nous sommes 4 à intervenir dessus. Karine Delvert, Hélène Dubernard de l'Université de Lyon 1, Marie-Emilia Herbé, que beaucoup d'entre vous connaissent, était aussi avant sur DATAC également, et Maria Grazia Santangelo et moi sur côté UGA. Et donc, étant donné qu'on voyait de plus en plus que les questions données étaient indissociables des questions code sur les disciplines de physique et de chimie, on l'a vu d'ailleurs dans la présentation du BSO Code, eh bien, nous avons rédigé une rubrique portant spécifiquement sur les codes et logiciels. Vous voyez les thématiques en dessous. Et nous venons de la publier. Voilà, on a mis un peu un coup de fouet pour que ce soit prêt pour aujourd'hui. Donc, c'est prêt pour aujourd'hui. Voilà. Donc, dans la slide suivante, je vous propose d'aborder un autre type d'action, la modération. Donc, je commence par celle concernant les codes dans HAL. Alors, pour cette modération, une équipe de 10 personnes a été formée par le CCSD, personnel GRICAD, BAPSO et laboratoire. Alors, je dois avouer qu'on a fait extrêmement peu de modération car nous ne modérons pas encore des publications. Et les collègues du CCSD et de l'UNDRIA notamment, et puis d'autres, sont beaucoup plus rapides et réactifs que nous. Malgré tout, sur notre petite expérience, on a quelques points de vigilance sur les auteurs, sur les licences, évidemment, qui peuvent ne pas exister, et puis sur la présence ou non de README. Et donc, voici, par exemple, un exemple de modification dans le cadre d'une modération. Alors, sur la slide suivante, je vais donc évoquer la question de la modération sur Recherche DataGouv, puisque nous modérons les dépôts de jeux de données effectués sur l'espace institutionnel UGA, sur l'entrepôt national Recherche DataGouv. Donc, quand on dépose un jeu de données, ça a déjà été dit, il est possible d'associer une publication et d'indiquer dans le champ workflow de calcul un code créé. Donc, ça nous donne l'occasion, dans le rapport de modération, d'inciter les déposants à mettre leur publication dans HAL, et aussi leur code si ils en ont un. Et effectivement, donc on est très incitatif et on a raison d'être incitatif parce que pour l'instant, voilà, la pratique n'est pas encore complètement établie, on va dire ça comme ça. Mais quand même, il y a un exemple de lien entre publication données code. Alors cet exemple-là est merveilleux parce que sur le dépôt dans Recherche DataGouv, le collègue a indiqué sa publication déposée dans HAL et son code également déposé dans HAL. Et puis, depuis HAL, le lien est fait sur le jeu de données dans Recherche DataGouv. Donc, la boucle est bouclée, tout est parfait. Voilà. Donc, on aimerait bien que tout le monde le fasse. Mais on va y arriver. Donc, sur la slide suivante, je voulais présenter aussi les adresses support. Donc, on a 2 adresses support, une spécialisée sur les codes de recherche et
une autre SOS d'attaque qui est un peu plus ancienne, et nous arrive indifféremment un peu sur ces deux adresses un certain nombre de questions, notamment des questions juridiques, par exemple sur les licences. Quelle licence apposer à des modèles d'apprentissage? Voilà. Sur l'utilisation des forges et aussi sur la diffusion des codes. Et on en a eu une justement la semaine dernière. Ben voilà, je veux diffuser mon code, comment je dois faire, etc., etc. Et puis Gricad met à disposition des services super utilisés, la forge UGA, Gricad GitLab, donc c'est un service extrêmement utilisé, et puis également une plateforme Jupyter Hub qui permet l'accès à des notebooks, enfin aux notebooks à travers un serveur web. Donc là aussi c'est très utilisé. Alors dans la slide suivante, pardon. Je voudrais évoquer l'implication des référents données sur la problématique des codes et logiciels. Alors, nous avons eu l'occasion de les réunir en septembre, ce qui nous a permis un échange intéressant sur leurs pratiques. Celles-ci sont évidemment très hétérogènes en termes d'appropriation, de demande d'accompagnement, de diffusion selon les disciplines, des pratiques par exemple différentes sur qui développe, les enseignants-chercheurs, les ingénieurs, les doctorants, sur l'utilisation des forges, sur l'utilisation de GitLab par exemple, sur la volonté ou la possibilité de partager, etc. Et puis, les besoins formulés sont sans surprise de différentes natures. Avoir des recommandations, une aide sur les choix de licence, par exemple, et plus largement sur les aspects juridiques. Des demandes aussi sur la sensibilisation, la formation aux bonnes pratiques, y compris évidemment sur la diffusion. Et puis, plus concrètement aussi, sur l'aide au choix d'outils pertinents, sur le développement de services autour de l'intelligence artificielle également. Alors, dans la slide suivante, je voudrais quand même faire un focus sur Gates, je vous le promets depuis le début. Donc, Gates, attractivité et excellence à l'Université Grenoble-Alpes. Donc, ce projet s'inscrit dans le cadre du plan France 2030. Et un des axes développés, c'est de mettre à disposition une équipe de 5 ingénieurs pour accompagner les communautés en SHS dans la gestion des données de leur recherche. Alors, cela implique souvent la création de code pour le nettoyage, le traitement, l'analyse, la visualisation et l'exposition des données collectées. Alors, ces ingénieurs ont des compétences SHS, ça c'est absolument indispensable pour bien comprendre les besoins de la communauté, mais aussi en développement. Donc, je vous ai mis deux exemples, Translatoscope et JAD, assez représentatif du type d'accompagnement qui peut être fait. Donc, l'enjeu est évidemment d'ouvrir les codes ainsi produits. Et puis, vous avez un blog qui vous raconte tout sur les différentes évolutions du projet Gates. Et l'équipe d'ingénieurs Gates participe à la cellule d'attaque Grenoble-Alpes et c'est précieux, enfin, ça nous est précieux. Voilà. Donc, en transition, donc sur la slide suivante, je voudrais vous présenter également un outil de suivi hebdomadaire de la forge UGA. Ça s'appelle Open Research Software Monitor. Donc, ça a été mis en production en juillet 2024. Et donc, parmi les créateurs, il y a Maxence Larieux, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui coordonne l'équipe d'ingénieurs Gates en collaboration avec d'autres collègues. Et donc, en plus, ça a été conçu à la suite d'Open Research Data Monitor. Et donc là, on va avoir 3 diapos un peu déprimantes. Donc, la première diapo montre que, effectivement, alors la diapo suivante, s'il te plaît, pardon. Il y a des mots-clés dans seulement 46 projets publics sur les 2500 qui sont publics dans Gricad GitLab. Donc là, on voit un peu tout l'enjeu des métadonnées, de l'accompagnement à la description des données, telles que, par exemple, l'a présenté Karim. Alors, la deuxième diapo est encore plus déprimante, voilà, puisqu'on voit que le code méta n'est présent que dans 5 projets et que seulement 5 sont déposés dans HAL. Tout qu'il nous reste un long chemin à parcourir. Et comme le montre encore la diapo suivante, dans notre sac à dos, il faudra, donc voilà la diapo suivante s'il te plaît, il faudra prendre les licences, embarquer les licences dans notre sac à dos parce que si la proportion baisse un peu, on voit quand même qu'une large majorité des projets
publics toujours, n'ont pas de licence. Voilà, ne font pas mention de licence. Dernière action présentée dans la slide suivante, s'il te plaît, Léo. Voilà, la participation aux actions nationales. Donc, je reviens pas sur le collège code et logiciels, puisque ça a déjà été présenté. Mais je voulais aussi rebondir sur les ateliers de la donnée les ateliers de la donnée se sont constitués en réseau et dès le départ a été créé un groupe de travail à l'initiative notamment de collègues que je ne citerai pas, n'est-ce pas Violaine? Voilà. Et donc Maria Grazia Santangelo coordonne actuellement ce groupe de travail et vous voyez un peu les thématiques qu'ils instruisent dans ce groupe, le plan de gestion des logiciels, donc ça c'est super important, la description des logiciels, évidemment, les bonnes pratiques en faveur de la réplicabilité, voilà, je vais y arriver. Voilà. Et puis, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, juste ouvrir quelques perspectives. Voilà, merci. Alors, tout d'abord, sur l'accompagnement. Donc, sur la question des codes des logiciels, on souhaite bien sûr renforcer, systématiser la coopération avec les acteurs déjà impliqués, comme l'équipe A, l'UGA, bien sûr, et les référents données. On voudrait également intégrer, ça a été aussi évoqué par Karim, de manière plus systématique les services juridiques sur la question des licences et notamment sur la valorisation et les services valorisation. Pour toucher les doctorants, on voudrait renforcer le travail avec le service des thèses de la bibliothèque, le collège doctoral et les OD, par exemple avant la soutenance ou dans le mail de courtoisie post-traitement des thèses, inciter au dépôt des codes et des données et des publis dans HAL, bien sûr. Et puis communiquer sur la diffusion des codes auprès de la communauté et notamment auprès des gestionnaires de projets, gestionnaires administratifs des projets. On aimerait également mettre en place des indicateurs spécifiques dans la lignée de l'Open Software Monitor et nous espérons que l'HERES et l'ANR pourront être un peu des leviers auprès des labos. Et puis, dernière perspective, c'est identifier les codes produits à l'EGA de manière à… Donc, slide suivante, s'il te plaît, Léo. Voilà, merci. Donc, c'est identifier les codes produits à l'UGA pour le dépôt dans HAL. Donc, ce qui pose un certain nombre de questions. Quel périmètre est-ce qu'on prend en compte les scripts ou pas quel type de code est-ce qu'on ne prend que les codes actifs, etc. Selon quelle méthode, évidemment. Alors, on voudrait tester, essayer d'automatiser le plus possible cette identification pour dépôt dans HAL. Et puis, autre piste qui nous semble intéressante, ce serait de prendre en compte la mention des codes dans les thèses, à l'instar de ce que fait par exemple le BSO pour la partie code. Et voilà. Et puis évidemment, on veut systématiser, ça vous l'aurez compris, je pense, les liens entre publication, données, code et thèse. Et donc, nous suivons avec beaucoup d'intérêt et d'attente et d'espoir le projet Alliance et la création de la brique catalogue de recherche DataGouv. Dans la dernière slide, j'étais censée parler du rôle des bibliothécaires, mais Karim a vraiment tout dit. Juste vraiment insister sur le fait que, évidemment, on a vraiment besoin d'un temps de formation interne et d'appropriation par les équipes. Et puis, vraiment, pour en ce qui nous concerne, le travail en binôme, GRICAD BAPSO et plus largement personnel IST et informatique, et avoir cette collaboration-là dans la durée, mais alors c'est plus qu'indispensable, précieux, enfin, tous les adjectifs possibles, puisque ça nous permet de décloisonner les métiers, de décloisonner aussi les actions et surtout d'être plus efficace dans notre accompagnement des communautés. Alors, on est certes au début du chemin, c'est une longue et très belle randonnée, désolée pour la métaphore, voilà, qui nous attend. Et vraiment, là, c'est la dernière des slides. Je voulais juste remercier les organisateurs. Merci aux collègues et notamment Alexis Arnaud qui coordonne la cellule Data Grenoble-Alpes avec moi pour son aide. Et puis, merci enfin pour votre écoute et votre passion. Donc, si vous avez des questions, je pense que voilà, c'est le moment. Merci à vous. Merci beaucoup, Lucie.
Alors j'ai deux questions là, parce que Jaime et Violaine forment une équipe absolument redoutable pour répondre aux questions en direct. Alors je crois que j'ai une question pour toi, Lucie. Alors, pourquoi modérer les codes et pas les publications dans HAL? Alors, vous ne faites pas les deux? Ah non, on ne fait pas les Non. deux pour l'instant parce que voilà, il faut qu'on s'organise au niveau Mhm. de voilà, au niveau des publications. Voilà, on y réfléchit. Ouais. Voilà. Euh, mais bon, il faut vraiment qu'on s'organise. Et c'est vrai que sur les codes et logiciels, on avait finalement cette opportunité-là de travailler. On voulait un peu se lancer, tester aussi ce qui se passait. Il y avait aussi une attente côté INRIA, voilà, là-dessus. Donc, c'est dit, allez, hop, on embraye là-dessus. Le CCSD nous a permis, pour l'instant, de nous occuper, mais en fait, vraiment très peu, des codes. Voilà. Mais on sait bien que on arrivera à la modération des publications dans un temps pas lointain. Très bien, merci. Alors là, j'ai deux questions, mais je vois que Jaime et Violaine sont déjà en train d'y répondre en direct dans le chat. Enfin, peut-être que je peux. Ah, une autre vient d'arriver. Alors, les dépôts HAL sont modérés par rapport aux autorisations légales sous les formats déposés. C'est pas une question. Du coup. Oui, je crois que enfin, oui, je suis pas sûre que ce soit tout à fait une Non, non, question. non, non, je pense que c'était une réponse à Ah une oui, d'accord, ok, pardon. précédente. Tac, ça, bah, écoute, tant qu'on est là, je peux peut-être poser celle-ci à l'oral. Alors, il semble que la collaboration avec les services juridiques est la première étape pour clarifier le circuit de valorisation du logiciel. Licence libre ou licence commerciale avec une politique parfois volontariste des SATT. Est-ce que ce n'est pas un frein de ne pas vous Mm. être rapproché d'eux? Alors, ça aurait pu être un frein, mais là justement, voilà, on a commencé le travail Améliorer avec eux et avec les cabinets. Premièrement, une le service Valo. Donc voilà, donc ça pour ça, ça nous euh, on initie vraiment un groupe de travail. Donc c'est et en fait les services Valo, les services juridiques sont très ouverts, ils comprennent bien la problématique science ouverte. D'ailleurs, Violaine, vous avez, il y a eu une réunion de travail là-dessus, une présentation aussi des licences libres autour des codes et logiciels. Donc finalement, c'est aussi des échanges d'informations sur les deux points de vue, et pour le coup, c'est plutôt intéressant et productif. Donc non, ça n'a pas été vraiment, enfin en tout cas pour l'instant, ce n'est pas du tout un frein, parce que justement, on essaye de travailler avec eux. Très bien, merci. Pas plus de questions. Eh bien, je vous propose dans ce cas de conclure. On va finir pile à l'heure, c'est absolument magnifique. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir répondu à notre invitation. C'était un vrai plaisir de construire ce webinaire avec vous. Donc pour rappel, pour nos participants, ce webinaire sera donc prochainement mis à disposition sur la chaîne Canalu du CCSD. Ça clôture la saison 2024 du cycle de webinaires Parlons Sciences Ouvertes. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner de date ni de sujet pour le prochain PSO donc, qui aura lieu en 2025. Et vous en serez très prochainement notifié, j'imagine. Euh, sur ce, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne fin de journée. Merci, à bientôt. À Merci bientôt! beaucoup. Merci. Merci beaucoup.